Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le module 5 du cursus duo-pratique de DFM Formation. Donc je suis Guénelle Abéguilé, kinésithérapeute de formation et j'exerce aujourd'hui en tant que consultante et formatrice en micronutrition. Donc dans ce module 5, nous allons étudier deux grandes fonctions. Nous allons tout d'abord étudier les fonctions métaboliques, puis les fonctions neuropsychiques. Donc il s'agit là de deux fonctions bien distinctes, mais qui sont dépendantes l'une de l'autre. D'ailleurs, toutes les fonctions de l'organisme sont en interrelation, dépendent l'une de l'autre. Si vous avez suivi le cursus duo-pratique, vous vous rendez compte qu'effectivement, l'altération d'une des fonctions va toujours impacter les autres et qu'il est nécessaire de prendre du recul dans notre prise en charge pour développer cette vision holistique. Donc, pour l'enseignement, on est obligé de sectoriser l'apprentissage. Cependant, nous insistons en permanence sur les liens qui existent entre les différentes fonctions. Donc, ce module fait en présentiel, il dure 3 jours. Donc, en e-learning, on va vous le présenter sous la forme de 23 vidéos, donc qui durent en tout entre 19 et 20 heures, sans compter les quiz qui vous permettront d'évaluer la compréhension de ce qui vient d'être étudié. Donc je vais tout d'abord vous présenter le plan des fonctions métaboliques. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans cette première partie qui va traiter des fonctions métaboliques dans ce module 5? Eh bien, il est composé en 3 grandes sous-parties, on va dire, plus le bilan et les cas cliniques. Donc en fait, dans les fonctions métaboliques, nous allons parler de la mitochondrie, de la thyroïde et de l'insuline. Donc encore une fois, ce sont 3 sous-parties que l'on va apprendre de façon distinctive, mais vous verrez que ces 3 acteurs des fonctions métaboliques sont en totale dépendance les uns des autres. En effet, on verra qu'une altération de la fonction mitochondriale peut être la conséquence d'une hypothyroïdie, puisqu'effectivement la thyroïde va contrôler le fonctionnement mitochondrial, et de la même façon, une dysfonction mitochondriale ou une dysfonction thyroïdienne peut conduire à de l'insulinorésistance. Donc on verra bien sûr comment, pourquoi et comment prendre en charge, comment prioriser la prise en charge. Donc dans chacune de ces sous-parties, on va dire, dans l'étude de chacun de ces acteurs du métabolisme, on aura le même type de plan. On verra à chaque fois la physiologie, la physiopathologie, la mise en évidence et la prise en charge. Donc par exemple, quand nous allons étudier la mitochondrie, nous allons tout d'abord étudier sa physiologie, qui est la mitochondrie, à quoi sert-elle, quels sont ses rôles. Puis nous étudierons après la dysfonction. Quelles sont les conséquences d'une dysfonction mitochondriale? Nous verrons qu'effectivement une mitochondrie qui dysfonctionne induit du stress oxydatif, induit de l'insulinorésistance et peut induire d'autres conséquences, comme par exemple de la glycation ou encore une baisse de la synthèse des hormones stéroïdes. Nous verrons par la suite comment prendre en charge alors ce dysfonctionnement mitochondrial par la micronutrition, comment favoriser la biogénèse mitochondriale et également comment prendre en charge les dégâts induits par une mitochondrie dysfonctionnelle. Dans la deuxième partie, nous verrons le fonctionnement thyroïdien, donc tout d'abord la physiologie, comment les hormones thyroïdiennes sont-elles synthétisées, de quoi ont-elles besoin, à quoi servent-elles ces hormones thyroïdiennes, quel est le rôle de la thyroïde, ou les rôles justement. Par la suite, nous verrons la physiopathologie, donc on parlera de l'hypothyroïdie. Donc on verra les hypothyroïdies par défaut de synthèse hormonale, par défaut de conversion de la T4 en T3, donc l'hormone T3 étant l'hormone thyroïdienne active. Nous verrons également qu'on peut produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes et la convertir suffisamment en T3, l'hormone active, mais que ces hormones thyroïdiennes peuvent ne pas être actives pour différentes raisons. Donc quelles sont les causes de défaut d'activité d'hormones thyroïdiennes, donc à biologie, on va dire normale, entre guillemets. Et par la suite, nous verrons comment mettre en évidence, par la clinique d'abord, mais également on touchera un mot sur la biologie. Donc je vais empiéter un peu sur le module de Bruno parce qu'il me paraît inconcevable de parler d'hypothyroïdie sans parler de la biologie. Donc comment mettre en évidence cette hypothyroïdie par la clinique et la biologie. Donc une fois mis en évidence cette hypothyroïdie, comment la prendre en charge? Eh bien on comprend que comme toujours la prise en charge sera une prise en charge de la cause de l'hypothyroïdie et qu'on n'aura pas une prise en charge mais des prises en charge en fonction des altérations retrouvées. Donc, comment le prendre en charge par la micronutrition?
comment éliminer, identifier les perturbateurs endocriniens. Et on touchera un petit mot également sur quelques plantes intéressantes à utiliser pour optimiser le fonctionnement thyroïdien. Puis après, nous allons donc parler du troisième acteur des fonctions métaboliques, il s'agit de l'insuline. Donc nous parlerons d'abord physiologie, donc à quoi sert l'insuline, comment fonctionne-t-elle. Donc on verra que l'insuline c'est bien plus qu'une hormone hypoglycémiante. C'est généralement, on verra l'hormone du stockage, le premier responsable de la prise de poids, des dysmétabolismes, des troubles métaboliques en général. Donc on parlera également des fameux index glycémiques et des charges glycémiques et de la distinction entre les deux, mais on verra également plein d'autres notions pour moduler la charge glycémique. Nous parlerons du mode d'action de l'insuline. Comment est-ce que l'insuline fonctionne? De quoi l'insuline a-t-elle besoin pour fonctionner de façon optimale? Donc par la suite, nous allons parler de l'insulinorésistance, donc physiopathologie. Quelles sont les causes de l'insulinorésistance? Donc bien sûr, dans ces causes, il y aura une alimentation à charge glycémique trop élevée. Il y aura aussi bien sûr le défaut d'activité, nous sommes trop sédentaires, mais nous verrons qu'il y a plein d'autres causes également à connaître. Donc quelles sont les conséquences de l'insulinorésistance, puis comment mettre en évidence l'insulinorésistance. Une fois mis en évidence l'insulinorésistance chez notre patient, il faudra alors bien sûr savoir comment prendre en charge cette insulinorésistance. De la même façon, on ne donnera pas le même protocole en fonction des éléments qui dysfonctionnent, qui sont à l'origine de l'insulinorésistance chez notre patient. Donc après avoir étudié ces grandes fonctions métaboliques ainsi que les trois acteurs qui rentrent en jeu, nous effectuerons le bilan, ce fameux bilan auquel je tiens beaucoup, qui est notre feuille de route qui permet de mettre en évidence les différentes dysfonctions de notre patient en fonction d'un questionnaire que vous menez vous-même. Donc comment votre interrogatoire peut-il vous permettre de suspecter une dysfonction mitochondriale, une dysfonction thyroïdienne ou une dysfonction insulinique. Donc dans ce bilan, nous verrons à la fois comment mettre en évidence, mais également quelles peuvent être les causes à l'origine de ces différentes dysfonctions. Donc ce qui vous donnera déjà directement des axes de prise en charge. Donc ce bilan, c'est pour moi un outil précieux qui vous permet vraiment d'être acteur de votre consultation, de savoir exactement ce que vous faites, de retenir toutes les informations puisque vous l'exercez véritablement au quotidien en sachant exactement pourquoi est-ce que vous posez telle question et en fonction de la réponse de votre patient, vous saurez exactement vers quelle autre question vous orienter pour valider ou rejeter une hypothèse. Donc une fois ce bilan effectué, on va donc mettre en pratique tout ce qu'on aura vu au cours de cas cliniques. Nous verrons 2 cas cliniques dans ces fonctions métaboliques. Donc voilà pour cette première grande partie du cursus du module 5. Et par la suite, je vous ai expliqué qu'il y aura une deuxième fonction qu'on va étudier, ce sont les fonctions neuropsychiques. Donc dans cette grande partie sur les fonctions neuropsychiques, alors j'ai choisi de vous la présenter sous ce plan-là. Donc on va commencer par étudier les hormones qui gèrent nos biorhythmes. Et il s'agit de la mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil, mais qui est bien plus qu'une hormone du sommeil, comme nous allons voir. C'est une super hormone neuroprotectrice, antioxydante, etc., etc. Donc la mélatonine, effectivement, on verra quelles peuvent être les causes d'une insuffisance de mélatonine, comment mettre en évidence le déficit de mélatonine, quelles en sont les conséquences et comment l'optimiser. On verra également par la suite le cortisol. Alors ce fameux cortisol qui est connu comme étant l'hormone du stress, c'est aussi et surtout une hormone indispensable pour gérer notre stress. Donc on verra qu'il faut du cortisol, il n'en faut ni trop ni trop peu. Et il faut surtout qu'il ait une excellente chronobiologie avec une sécrétion assez importante le matin pour nous permettre de faire face à cette nouvelle journée et que cette concentration décline au cours de la journée pour laisser la place à la mélatonine la nuit justement. Donc on verra le cortisol, quels sont les problèmes induits par un déficit de cortisol et par un excès de cortisol. Donc de la même façon, nous verrons comment mettre en évidence ces deux caractéristiques, déficit et excès de cortisol, et comment les prendre en charge bien sûr. Et donc nous verrons également comment mettre en évidence donc les rythmes, les personnes qui ont des rythmes désynchronisés, dont les rythmes endogènes ne sont plus en adéquation avec les rythmes sociaux, ce qui va altérer absolument toutes les fonctions de l'organisme, notamment les fonctions neuropsychiques, bien sûr, de manière beaucoup plus directe, mais également toutes les fonctions de l'organisme, qu'il s'agisse des fonctions métaboliques, immuno-inflammatoires, etc.
Donc, effectivement, dès qu'on repérera dans notre patientèle des personnes qui ont des rythmes altérés, non optimales, il faudra que cette prise en charge d'optimiser les biorhythmes soit une priorité dans notre prise en charge. Donc, nous verrons aussi, du coup, comment mettre en évidence ces rythmes décalés, ces rythmes désynchronisés, et comment redonner un bon biorhythme à nos patients. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de parler de ça en premier, parce que c'est pour moi ce qui sera essentiel et qui risque de conduire à des échecs de toute prise en charge si vous ne faites pas de ce biorhythme une priorité. Donc après avoir étudié cela, on parlera de la neuroexcitabilité. Donc bien sûr, vous savez que vos neurones sont des cellules excitables et cette propriété est permise grâce à une différence de concentration d'ions de part et d'autre de la cellule. Donc c'est ce qui correspond à l'équilibre ionique. Comment est-ce que cet équilibre ionique est maintenu donc de quoi cet équilibre ionique a-t-il besoin pour rester optimal afin d'avoir une excellente neuroexcitabilité? De la même façon, nous parlerons encore une fois de la fluidité membranaire. Je pense qu'on en parle dans absolument tous les modules. Donc c'est une fonction absolument essentielle, hein, comme vous le savez. Et donc il permet également le maintien, il est indispensable en tout cas au maintien d'un bon équilibre ionique, donc à une excellente neuroexcitabilité. Enfin, nous parlerons du GABA et du glutamate. Ces deux neurotransmetteurs. Alors, que font-ils? Qui sont-ils? Donc, on parlera du GABA, qui est notre principal neuromodulateur, notre neurotransmetteur anxiolytique naturel. Et nous parlerons également du glutamate, qui a un rôle tout à fait opposé. C'est notre principal neuroexcitateur. Lorsqu'il est en excès par rapport au GABA, il va entraîner effectivement des diminutions, des déséquilibres ioniques de part et d'autre de la cellule qui vont entraîner une hyperexcitabilité neuronale. Donc nous aurons affaire à des personnes qui seront anxieux, qui seront hyper réactifs. Donc comment mettre en évidence justement ces déséquilibres GABA-glutamate, quelles en sont les conséquences et comment les prendre en charge? Donc par la suite, nous allons étudier tout ce qui va influencer le fonctionnement du système nerveux central. Donc on va parler des grands influenceurs du système nerveux. Donc on parlera dans ce chapitre de tout ce qui est neuroinflammation. Donc nous avions parlé au niveau du module 3 de l'inflammation chronique de bas grade. Eh bien, effectivement, cette inflammation peut aussi concerner le territoire du système nerveux central et donc entraîner de la neuroinflammation qui va perturber absolument toutes les synthèses de neurotransmetteurs. Donc, qu'est-ce que la neuroinflammation? Quelles en sont les conséquences? Comment l'identifier et la prendre en charge? Nous parlerons après de l'altération de la méthylation. Donc, la méthylation est une fonction essentielle également dans de nombreuses fonctions de l'organisme, mais tout particulièrement en fonction neuropsychique, mais pas que. Donc, à quoi sert la méthylation? Donc, on va voir que ça permet la synthèse de neurotransmetteurs, que ça favorise aussi des membranes cellulaires optimales. Donc, on va voir comment mettre en évidence les déficits de méthylation et comment les prendre en charge. On parlera par la suite, bien sûr, d'un grand influenceur qui est l'intestin. Vous savez tous que l'intestin est notre deuxième cerveau ou le premier cerveau suivant les auteurs. Effectivement, il y a une grande communication entre l'intestin et le cerveau et il est impossible de parler de fonctions neuropsychiques sans parler de l'intestin. Donc pourquoi est-ce que l'intestin contrôle tellement nos fonctions neuropsychiques? Quels en sont les mécanismes? Donc comment mettre en évidence ces altérations et comment les prendre en charge? Par la suite, nous parlerons de la neuroprotection. Effectivement, nous avons dans notre assiette des molécules neuroprotectrices. Quelles sont-elles? Comment les optimiser afin d'éviter tout ce qui est neurodégénérescence et d'optimiser nos fonctions cognitives en général? Et puis enfin, nous parlerons des neurotransmetteurs beaucoup plus connus que sont les catécholamines et les indolamines. Donc parmi les catécholamines, nous allons bien sûr parler de la dopamine, qui est ce neurotransmetteur de la motivation, de la concentration, du bien-être, qui est le starter du début de journée. Comment repérer un déficit de dopamine? Quelles en sont les causes? Quelles en sont les conséquences? Comment les prendre en charge? De la même façon, nous parlerons de la noradrénaline, puis de l'adrénaline. Nous parlerons ensuite des indolamines, donc qui sont les neurotransmetteurs de fin de journée, parmi lesquels la sérotonine,
qui est le neurotransmetteur du lâcher-prise, du bien-être, le neurotransmetteur qui va lutter contre les compulsions comportementales ou les compulsions alimentaires de fin de journée. Ce neurotransmetteur vraiment de la sérénité. Donc, comment est synthétisée la dopamine? À quoi sert-elle? Quelles sont toutes les étapes limitant de la synthèse de la sérotonine? Comment mettre en évidence les déficits de sérotonine? Comment les prendre en charge? Et enfin, nous parlerons... j'ai remis dans le plan la mélatonine, puisque c'est une indolamine qui est synthétisée à partir de la sérotonine, mais nous avons déjà évoqué la mélatonine au tout début du cours, donc ça forme une espèce de boucle. Donc c'est juste pour ne pas oublier que la mélatonine est une indolamine, mais effectivement on en avait déjà parlé au préalable. Donc voilà pour le plan des fonctions neuropsychiques. Bien sûr, après avoir étudié tout ça, on va tout remettre sous forme d'un bilan, de cette fameuse feuille de route pour vous permettre d'identifier les dysfonctions neuropsychiques. Est-ce que votre patient a un manque de dopamine? Est-ce qu'il a un déséquilibre GABA-glutamate? Est-ce qu'il a une activation du système nerveux orthosympathique, etc. Donc grâce à cette feuille de route, vous pourrez identifier les altérations des fonctions neuropsychiques de votre patient. Et surtout, dans une deuxième partie, on va revoir toutes les causes de toutes ces altérations afin que vous ayez encore des éléments pratiques à mettre en place tout de suite pour prendre en charge les dysfonctions retrouvées par ce bilan. Et enfin, on va étudier des cas cliniques afin de vraiment mettre en application tout ce qui aura été vu au cours des études de ces fonctions neuropsychiques, mais également on va mettre en application tout ce qu'on a vu dans les fonctions métaboliques. Et on va aller plus loin, on va vraiment faire des cas cliniques qui reprennent l'ensemble des différents modules du cursus duo-pratique. Donc on fera vraiment des cas cliniques globaux qui permettront de voir toutes les dysfonctions des différentes fonctions étudiées et de mettre en lien ces différentes dysfonctions, de rechercher l'élément causal, de prioriser la prise en charge, de proposer vraiment une prise en charge la plus globale, la plus holistique possible. N'oublions pas qu'on a dit que ces fonctions neuropsychiques et métaboliques sont liées. Donc par exemple, dans ce cours sur les fonctions neuropsychiques, nous parlons du cortisol. Et donc on reverra par exemple qu'il faut avoir ni trop peu de cortisol pour que les hormones thyroïdiennes soient fonctionnelles. Donc c'est un des exemples parmi tant d'autres qui explique le lien entre ces deux fonctions. Donc voilà pour le résumé. En fait c'est un peu dur de résumer ce grand module 5 du cursus duo-pratique DFM Formation. Si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre le site DFM Formation et vous trouverez donc l'offre des formations DFM Formation, que ce soit les modules en présentiel, les modules en e-learning, et vous verrez qu'il est également possible de faire des petits modules à la carte. Donc je vous dis à très bientôt peut-être et très belle journée.